Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Marvel. Puisque le 32e film du MCU est sorti début mai, il s'agit des Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors la question c'est, est-ce qu'on continue à descendre comme on avait commencé avec Ant-Man, ou est-ce que ce film remonte la pente? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est parti. J'en ai marre de courir. Alors bon, comment résumer toute cette histoire? On retrouve les Gardiens de la Galaxie sur Nowhere. C'est une espèce de tête de dieu immense, on dirait que ça fait la taille d'une planète, où résident plein d'habitants. Et les Gardiens de la Galaxie en ont fait leur QG. Ils le restaurent, ils s'installent et ça va être leur base maintenant. Donc les événements de Endgame sont derrière eux, mais arrive tout de suite une nouvelle menace dès le début du film, paf. Nous avons la menace qui a été teasée du coup, qui est celle d'Adam Warlock. Alors Adam Warlock, il se trouve qu'il n'a qu'une seule mission, c'est de récupérer Rocket et de le ramener à son maître, qui est le maître de l'évolution. Et donc la mission des gardiens, bah là ça va être tout simplement d'aller sauver Rocket des griffes de cet ennemi et de débarrasser le monde de cette personne, quoi. Voilà, je pouvais pas faire plus court sans spoiler. Alors pour ce qui est du casting, vraiment aucun changement. Star-Lord toujours joué par Chris Pratt, Drax interprété par Dave Bautista, on a toujours Zoé Saldana, et pas Saldana, qui joue Gamora, et Karen Gillan qui joue Nebula. Et nous avons toujours Vin Diesel et Bradley Cooper qui font respectivement les voix de Groot et Rocket. Ah oui, et c'est toujours James Gunn à la tête de cette saga des Gardiens de la Galaxie. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Après l'échec de Ant-Man et tout, j'avais pas confiance, hein. J'avais vraiment pas confiance. Bah figurez-vous que James Gunn et Marvel, ils nous ont sorti un truc de malade. Mais un truc de fou, hein. Je pense que sur les 32 films là du MCU, parce que c'est le 32e, ouais, il est facile dans le top 5, et peut-être même dans le top 3. Il est vraiment, mais alors, génial. Il est vraiment génial. Il faut savoir que je l'ai vu 2 fois, et que c'est rare que je vois un film 2 fois. Hein. D'habitude, une fois ça me suffit, mais là je l'ai vraiment tellement aimé que ouais, je suis allé le retourner le voir. Et même après 2 visionnages, j'ai eu du mal à trouver des défauts en fait, parce que le truc c'est que j'ai vraiment tout aimé. Et même les défauts que certains mettent en avant dans leurs critiques, bah, pour moi c'est pas forcément des défauts. Et j'y trouve plutôt justifié, quoi. Bah déjà dans les défauts qui ont été pointés du doigt, il y a un peu le scénario, puisque les gens trouvent généralement que le scénario il est simple. Et bizarrement là je peux vraiment pas les contredire, puisque le scénario, quand tu résumes grossièrement, c'est une bande de potes qui vont sauver l'un des leurs qui est en danger pendant 2h20. Voilà. Grossièrement c'est ça. Et oui, c'est pas original, oui, c'est du vu, revu, re-revu et re-revu, mais j'ai envie de dire, quand tu regardes Ant-Man 3 par exemple, je le compare à Ant-Man 3 puisque c'est le dernier film du MCU à être sorti au cinéma et qu'ils sont dans la phase 5 tous les deux. Pourquoi essayer de faire quelque chose de compliqué que tu ne maîtrises pas forcément et du coup qui renvoie à un résultat vraiment dégueu, disons les termes, alors que tu peux faire quelque chose comme les Gardiens de la Galaxie où c'est vraiment ultra simple, la base est super simple, mais c'est fait pas à la perfection, mais c'est vraiment ultra bien fait. Et du coup tu as un résultat qui est vraiment super et que les gens valident. C'est vraiment genre ce qu'on attend de Marvel. Ce film résume parfaitement ce qu'on attend de Marvel. Nous avons des vraies scènes d'action vraiment très stylées, une touche d'humour qui est bien dosée, une histoire, des émotions, c'est tout ce qu'on demandait. Dans un seul film, tout est là. Donc voilà, après, c'est un peu frustrant pour Ant-Man qui était censé lancer le grand méchant Kang et tout. On reviendra dessus après également. Mais je pense qu'il y a quand même un truc qui aide les Gardiens de la Galaxie, c'est son développement des personnages. Parce que tous les personnages sont développés à la perfection. Et là, j'utilise le mot perfection. Entre le début et la fin, ils ont tous une évolution. Et c'est pas une petite évolution, non, c'est vraiment limite un changement de mentalité pour chacun des personnages. Ils m'ont tous un peu marqué à leur manière, mais moi ce que j'ai préféré c'est vraiment le personnage de Drax.
Simplement parce que j'aime le personnage, je le trouve marrant, j'aime l'acteur. Son évolution au fur et à mesure du film est vraiment plutôt sympa et je l'aime bien. J'attendais beaucoup aussi l'évolution de la relation entre du coup Quill, Star-Lord et Gamora. Puisque bon, alors petit point MCU. Pour ceux qui n'ont pas vu tous les films du MCU, on va essayer de résumer. 2014, Peter Quill et Gamora font partie du même groupe des Gardiens de la Galaxie, ils tombent amoureux, tout ça. 2017, Gardiens de la Galaxie volume 2, c'est un petit couple, ils font la meilleure vie, tout ça, enfin tout se passe bien. Mais c'est là où ça se corse, c'est à partir de Infinity War. Puisque dans Infinity War, Gamora se fait tuer par Thanos en sacrifice pour avoir une des pierres d'infinité. Jusqu'ici ça va, c'est pas compliqué. Mais là où ça se corse, c'est que dans Endgame, quand ils remontent le temps, ils sont en 2023 à ce moment-là, il y a une partie de l'équipe qui revient en 2014 pour choper une pierre. Et donc il y a tout un boui-boui, tout ça. Donc les Avengers ont récupéré les pierres, et le truc c'est que la Gamora de 2014, elle n'est pas encore morte. Et comme les Avengers en 2023 ont déjà récupéré toutes les pierres, et bah Thanos il a plus besoin de sacrifier sa fille. Du coup, la Gamora qu'on a vue en 2014 quand ils sont revenus dans le passé dans Endgame, bah c'est toujours la même Gamora mais 9 ans plus tard. Donc elle n'est plus morte. Elle n'est plus morte sauf que, dans cette version alternative de Gamora, elle n'a jamais connu les Gardiens de la Galaxie, elle n'a jamais connu cette équipe, elle n'en a jamais fait partie, donc elle n'a aucun souvenir, même on peut même pas parler de souvenirs dans cette histoire-là, elle connaît tout simplement pas Star-Lord. Et du coup, on se doutait forcément que dans ce volume 3, Star-Lord allait vouloir essayer de reconquérir Gamora, parce que lui, il a rien oublié de tout ça. Ce serait dommage de vous teaser comment ça finit cette histoire, parce que c'est un peu un fait secondaire de ce film. Vous verrez comment évoluent les personnages, parce qu'ils évoluent vraiment de manière intéressante. Moi j'ai bien aimé le dénouement, enfin de la manière dont ça termine entre eux, parce que on va vraiment privilégier la cohérence de l'évolution de chacun des personnages. Je dis pas qu'ils terminent pas en couple, hein, vous verrez ça par vous-même, je vous spoil absolument pas. Je dis juste qu'on n'est pas tombé dans la facilité où elle saute, genre elle a vraiment le béguin pour lui dès le début, et puis ils retombent ensemble en plein milieu du film, tu vois. Il y a vraiment une évolution cohérente tout le long. Donc ça c'était bien sur ce point, mais je pense que le MVP de ce film, le meilleur personnage, ça reste indéniablement Rocket. On pouvait s'en douter qu'il serait au centre de l'intrigue si vous voyez les bandes annonces, et puis aussi par le fait qu'il est un peu mis de côté dans les Gardiens de la Galaxie volume 2. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment il a quand même une bonne partie du film où il est parti voir les Ravageurs avec Groot. Enfin il a une espèce de quête secondaire, quête annexe de l'histoire principale. Du coup ça fait qu'on le met un petit peu de côté. Et puis surtout, c'est le seul personnage des Gardiens de la Galaxie dont on ignore ses origines. On ne connaît pas son histoire. Je dis pas qu'elles sont ultra développées, mais bon, on sait ce qui est arrivé à Drax dès le premier film, tout comme Gamora, qui est Nebula également. Pour ce qui est de Mantis, on découvre dans le 2 qu'en gros, il n'y a pas grand chose à raconter. Elle a passé sa vie avec Hugo, il n'y a pas besoin de s'étaler là-dessus. Star-Lord, du coup, pareil, dans le 2, il y a tout un film qui lui est consacré. Groot, je sais plus s'ils en parlent dans la série Baby Groot, comment il naît en soi. Mais bon, de toute façon, j'avais pas trop aimé cette série, genre c'était vraiment pour les enfants de 3 à 6, hein. C'est vraiment gamin. Et du coup, il manquait plus Croquette. Et son histoire, waouh quoi. Quand tu découvres tout ce qui lui est arrivé pendant toutes ces années, toi-même tu te remémores les 10 dernières années des Gardiens de la Galaxie, que ça soit du premier film en passant par tous les films où ils font des crossovers avec les Avengers, tout ça, et que tu essayes de te souvenir de toutes les réactions qu'il a eues qui peuvent être jugées comme étant égoïstes ou bizarres, ou même inverses aux réactions du reste de l'équipage. Et en fait, maintenant que tu connais toute l'histoire, en fait tu comprends et tout a encore plus de sens désormais. Et ouais, maintenant en fait tu ressens, quand tu connais ça, tu ressens uniquement tristesse et compassion pour lui quoi. C'est vraiment émouvant. Il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce Marvel et c'est vraiment rare pour être souligné dans le MCU. Parce que je pense que dans les 32 films, j'ai rarement, voire quasi jamais, ressenti autant d'émotions dans un film de cet univers. Si, peut-être une fois dans Endgame quand Iron Man il meurt quoi.
Et mis à part ça, là c'est vraiment tout le film qui m'a pris comme ça. D'autant plus qu'on traite d'un sujet assez chaud, qui je trouve n'est vraiment pas assez traité dans le cinéma. On essaye d'envoyer plein de messages sur plein de sujets différents, que ce soit le racisme, l'homophobie, transphobie, enfin plein de choses. Mais là, ce film, il va traiter de la maltraitance animale et wow, ça m'a pris là. C'est assez direct, ça te prend, ça te fout des émotions et ouais, j'ai pas honte de le dire, j'ai une larme qui a coulé quoi, parce que ouais, ça me rendait tellement triste de voir tous ces animaux maltraités et tout ce qu'ils leur faisaient subir, c'était horrible quoi. Et je pense ce côté horrible que j'ai ressenti, ce qui m'a fait vraiment mal au cœur pour ces animaux, c'est aussi grâce au méchant de l'histoire, qui est le maître de l'évolution. On va utiliser le terme, c'est un connard fini ce mec. Oh la racaille! C'est inhumain d'être comme ça, c'est vraiment inhumain. Alors, au premier abord, tu comprends pas vraiment ses motivations. Au final, tu te rends compte que c'est juste un scientifique complètement taré, comme il en a existé plusieurs, tu vois. Mais en fait, dans ses réactions, il est tellement à la fois méprisant, il n'a aucune compassion, il est toujours colérique, il a un côté, mais genre, il lui manque une case. Et en fait, plus ça va dans le film, plus t'as juste une envie, c'est qu'il crève à la fin, quoi. Ce personnage, il est horrible. Et paradoxalement, c'est là où tu te dis détester à ce point un personnage, parce que je pense que c'est l'un des personnages que j'ai le plus détesté dans le MCU. C'est vraiment qu'en fait, c'est un putain de vrai méchant, quoi. C'est un vrai méchant comme on n'en a pas eu depuis longtemps dans le MCU, quoi. Parce que quand vous reprenez en date, il y avait qui comme méchant? Il y avait Wanda, mais au début elle était gentille, c'est jusqu'à la briller. Donc c'est pas vraiment une méchante, mais même si elle joue bien la méchante, faut l'avouer. Dans Thor Love and Thunder, bon... ouais, le dieu, genre j'ai bien aimé comment on l'a joué, je vais dire Gareth Bale. Je vais dire Gareth Bale, le footballeur. Premier élan pris par Bale, la frappe elle est belle de Bale, quel coup franc! J'aime bien comment l'a joué Christian Bale, mais bon, c'était pas le méchant le plus mémorable du MCU. Namor, au final, tu te rends compte qu'il est méchant, mais il est pas tant que ça, tout ça, enfin... c'est bof. Et Ant-Man, le problème c'est que en un film, Kang, pardon, mais il s'est fait dégager quoi. Ce mec là, le maître de l'évolution, il a tellement plus de charisme que Kang. Il fait tellement plus méchant que Kang. Alors que ce dernier est censé être le grand méchant de la saga du multivers. On parle toujours du mec qui s'est fait buter par des fourmis à la fin d'Ant-Man. Et encore une fois, je reviens sur Kang, mais c'est pas la faute de Jonathan Majors si le personnage est comme ça. C'est la manière dont il a été développé par les scénaristes et il y peut rien le pauvre, mais voilà, c'est triste de dire qu'en un film, James Gunn il a rasé ce qui est censé être le plus grand méchant du MCU quoi. Et puis tant qu'on est dans les comparaisons avec Ant-Man 3, allons dans les effets visuels. Dans les effets visuels, je suis désolé, mais c'est les opposés. Là où Ant-Man, on mettait deux doigts et on se les mettait dans la bouche pour dégueuler tout ce qu'on avait vu. Là, c'est propre. C'est pas exceptionnel. On n'est pas sur de la qualité de fou, genre c'est pas un Avatar le truc, tu vois. C'est quali, c'est exact, on demande pas plus, c'est juste bien travaillé. C'est pas une qualité incroyable. Il y a même une ou deux fois où j'ai vu quelques fonds verts, mais encore, j'étais tellement pris dans le film que c'est passé derrière. En plus là on a de la chance puisque avec les Gardiens de la Galaxie, il y a eu un peu de créativité, donc ça c'était en plus cool. Mais après, voilà quoi, c'est la différence avec Ant-Man, en termes d'effets visuels, c'est que les Gardiens de la Galaxie, il est fini. C'est juste ça, et en fait, on aurait eu un film fini, peut-être que Ant-Man serait un petit peu mieux passé. Le scénario serait toujours à chier, mais au moins on aurait eu une qualité visuelle potable. Et ça aurait peut-être été un petit peu plus agréable à regarder quand même. Et puis moi ce que j'aimais dans les Gardiens de la Galaxie, je suis désolé, mais on a un plan séquence d'action à la fin, mais... mucho caliente, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et il y a même plusieurs scènes d'action comme ça. Il y en a eu une, deux, peut-être même une troisième, je sais plus exactement, mais il y en a au moins deux où en fait j'ai eu cette vibe de Avengers 1 de 2012 où tu sais ils sont en petite équipe ou en groupe et ils collaborent entre eux et ça fait un grand plan séquence où on passe un peu partout à travers les personnages, où ils font des combinaisons entre eux, tu vois, ils s'entraident.
C'est vraiment très très stylé. Et en fait, on retrouve ce qu'on aime dans les Marvel depuis le début, quoi. C'est des plans d'action qui sont assez stylés, où les héros collaborent entre eux, ils font des chorégraphies vraiment cool. On passe d'un endroit à l'autre. Non, franchement, c'était cool, quoi. Et c'est ça qu'on veut depuis le début. Et on attend que ça. Il y a quoi que j'ai pas traité là? Si, on peut parler vite fait d'Adam Warlock. Adam Warlock, joué par Will Poulter, que vous avez vu, un film connu qu'il a fait, Labyrinthe. Il a joué dans le 1 et le 3 du Labyrinthe. J'ai vu beaucoup de critiques autour de ce personnage parce que dans les comics, c'est un personnage surpuissant, ultra fort, qui défonce tout le monde, et il est un peu catégorisé comme étant l'homme parfait. Et le problème, c'est que dans ce Gardien de la Galaxie, c'est pas le cas, et du coup, forcément, comme c'est pas le cas, boum, Twitter ils font oui, donc Marvel, ils ont encore gâché un personnage trop relou, blablabla. Et j'ai envie de répondre à ça que, en fait, j'en suis pas si sûr qu'ils l'ont gâché. Tout d'abord parce que son histoire est cohérente, que ce soit dans le passé des souverains et tout au long du film. On assiste à la naissance de ce personnage. Donc moi, je pense que c'est un personnage qu'on va revoir par la suite et qu'on va le voir évoluer. Il a une conscience, ce personnage, c'est pas un robot. Hein. Peut-être à son prime, là, il sera le personnage des comics, Adam Warlock, surpuissant et l'humain parfait. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais moi, je suis sûr que à l'avenir, on le reverra et qu'il va évoluer dans le bon sens et que du coup, tout le monde sera content. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Évidemment, je vous conseille d'aller le voir en salle. Si vous ne l'avez pas vu à la fin de cette vidéo, déjà, vous abonnez, vous likez, vous commentez. Pour ceux qui l'ont vu, vous commentez, vous me dites ce que vous en avez pensé. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous abonnez et puis vous allez voir ce film immédiatement. Parce que s'il y a un Marvel qu'il faut pas louper, ouais, je pense que c'est celui-là quand même. Et puis t'as même pas besoin de connaître un peu l'histoire avant, donc c'est pas trop grave. Tu peux passer un bon moment dans tous les cas. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. De quoi ça traitera? On découvrira ça tous ensemble très vite. Je pense pas que ce sera une critique, je vais essayer d'aborder un autre thème d'une manière un petit peu différente, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour ne rien louper, je vous l'ai dit, abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. Allez, c'était Ciné Trip, salut.